31, c'est bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis que nous puissions nous retrouver pour ce 3e webinaire de la chaire Protection sociale et territoire, cette chaire qui est portée par l'EN3S, l'École nationale supérieure de la sécurité sociale de Saint-Étienne, et Sciences Po Lyon, chaire que j'ai l'honneur d'animer avec Gilles Nézauzy. Notre thème du 2 mars a porté sur la précarité. Notre webinaire du 2 mai a porté sur la santé. Et bien notre webinaire d'aujourd'hui, 29 juin, porte sur le vieillissement et nous avons souhaité cibler plus particulièrement la question des innovations. Alors tout de suite, nos invités, je vais les présenter de manière extrêmement brève, parce qu'ils pourront peut-être ensuite se présenter de manière plus large, présenter aussi leur activité, leur secteur. Nous avons donc la grande chance, le grand honneur d'accueillir Madame Marianne Monchamp, qui est présidente de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Nous avons Léna Guettner, qui est directrice de Ronalpia, qui accompagne les entreprises sociales en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons Rémi Bouvier, qui est directeur général d'Aesio Santé. Nous avons Nicolas Menet, qui est directeur général de Silver Valley, qui est un cluster unique en son genre, qui fédère les acteurs de la Silver Economy et qui accompagne les entreprises innovantes dans leur développement. Et puis nous avons une absence que, évidemment, nous regrettons, mais qui est indépendante de sa volonté, c'est Marine Boisson-Cohen, qui est directrice scientifique à la CNSA, à qui on souhaite de meilleurs vœux de rétablissement. Je crois qu'elle est au fond de son lit. Donc voilà, on lui souhaite vraiment un prompt rétablissement. Alors nous avons choisi effectivement d'aborder peut-être 2 thèmes au cours de ce webinaire. Un premier thème qui porte au fond sur, alors qu'on a intitulé de manière peut-être un peu provocatrice, pensée globale, vieillir local. C'est bien cette réconciliation entre des politiques qui sont menées d'un point de vue national et puis qui sont en fait sur les territoires, qui sont activées, qui sont exécutées, si j'ose dire, sur les territoires. Et puis un deuxième thème qui porte sur les innovations en tant que telles. Et donc, ça sera évidemment un des points forts de ce webinaire. Alors, pour commencer, pour introduire le premier thème, une prise de parole qui s'est imposée, c'est Albert Lotman. Albert Lotman, donc, qui a un parcours dans la protection sociale, à la fois dans régime de base et régime complémentaire. Il a été notamment directeur de l'action sociale à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, donc il s'est occupé beaucoup de prévention de la perte d'autonomie. Il a été membre du cabinet de Madame Michèle Delaunay, ministre déléguée aux personnes âgées. Il a été directeur de la CARSAT Nord-Est, donc de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est, à Nancy. Il est directeur général de la Fédération nationale de la mutualité française, donc directeur de la mutualité française, et je crois, sans vouloir trahir de secret, que c'est son dernier jour. Alors, il a choisi un magnifique fond d'écran pour fêter ce dernier jour, puisqu'il va rejoindre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Donc, Albert, c'est à toi pour introduire un peu nos débats. À toi donc effectivement de montrer cette coordination entre le penser global et le vieillir local. Bonsoir à tous. Je vais essayer de relever le défi autour de cette question de vieillissement et territoire. En quelques mots, hein, ce que je vais essayer de démontrer, c'est que la question du vieillissement est depuis le début intrinsèquement liée à l'approche territoriale, et que c'est cette approche territoriale qui est source d'avancées à travers des innovations et de construction des différentes politiques publiques par expérimentation successive.
Au départ, quand dans les années 80, la question du grand âge, de l'autonomie, de la dépendance à l'époque dans le vocabulaire public apparaît et se développe, dès le début, on a commencé par avoir une approche qui est une approche essentiellement tournée sur le médico-social, d'ailleurs plutôt peu tournée sur le domicile et très tournée sur l'établissement. Et on a une vision qui est une vision action sociale des questions de vieillissement, avec un examen de la situation au cas par cas, et du coup une logique qui est une logique d'action sociale qui est le cœur de la compétence du département, et donc une approche décentralisée sur les élus locaux et sur les collectivités départementales. On a ensuite expérimenté, donc à travers les différents départements, des solutions avec plus ou moins d'originalité sur les territoires, et en mêlant d'autres types d'acteurs, parmi lesquels les acteurs de sécurité sociale qui ont eu un rôle important. Je pense par exemple à des caisses de retraite avec les acteurs de l'aide à domicile. En Alsace, la CRAV, qui est à l'origine de la création de très grosses structures d'aide à domicile comme l'AMAPA ou l'ABRAPA. Et donc partout sur les territoires, des choses un peu originales pour essayer de répondre à ce besoin nouveau qui est d'accompagner le grand âge. Les caisses de retraite vont ensuite développer une expérimentation autour de la solvabilisation de ces aides à domicile, avec cette expérimentation sur la prestation spécifique dépendance. Et là, on voit qu'on a dès le début, donc dans les années 80-90, un curseur qui bouge entre des approches d'action sociale par les collectivités territoriales et une approche de prestation par des organismes de sécurité sociale. La PSD se développe dans ce qu'on appelle à l'époque les caisses régionales d'assurance maladie, et puis arrive l'APA, l'allocation personnalisée pour l'autonomie, où on a la création finalement d'une prestation légale dont les critères sont définis par la loi, qui est donc une prestation universelle, qui est une prestation qui dépend d'outils qui sont des outils nationaux, comme la grille Agir, qui va mesurer le niveau de perte d'autonomie et du coup le niveau d'aide auquel a droit de façon légale une personne âgée en perte d'autonomie, et une approche qui reste inspirée fortement de l'action sociale, qui est une originalité dans notre paysage de sécurité sociale, puisque on maintient par exemple un barème de revenus pour l'APA, pour calculer le niveau d'aide auquel on a droit. Et donc, voilà, on navigue dans cette logique entre logique nationale universelle, réponse de sécurité sociale, et l'origine qui vient de l'action sociale des départements. Et puis, on a eu un certain nombre de prises de conscience successives qui ont fait un peu bouger la vision des politiques de l'autonomie. D'abord parce qu'on a, dans les années 90 et 2000, pris conscience qu'une politique de l'autonomie était une politique qui ne pouvait pas se contenter de solvabiliser ou d'accompagner dans une logique très médico-sociale les besoins, que les politiques d'autonomie étaient par définition des politiques qui concernaient tous les acteurs, toutes les politiques publiques, le logement, les transports, et quand je dis les transports, c'est toutes les formes de mobilité, la prévention, mais aussi l'ensemble des acteurs, et qu'un des enjeux était la capacité de ces différents acteurs à communiquer entre eux et à trouver des solutions à des réalités sur le vieillissement qui frappent de façon très différente les territoires. Et on a vu dès les années 2000 qu'entre la Creuse et la région parisienne ou l'Île-de-France, les réalités, les difficultés auxquelles étaient confrontées les personnes en perte d'autonomie étaient complètement différentes. Et de là est venue cette idée que seule une approche territorialisée pouvait permettre
de faire en sorte que les acteurs analysent les besoins et les situations et inventent les réponses sur les territoires, et que cette logique-là ne pouvait pas être une logique jacobine, parce que les mêmes solutions ne pouvaient pas fonctionner de la même façon sur l'ensemble des territoires. Et puis, la dernière prise de conscience qui est venue, on va dire, au moment des discussions sur la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, donc là, à partir de 2013-2014, la préparation de cette loi, ça a été la dimension économique, le développement de la silver economy, c'est-à-dire l'idée que la réponse, tant au domicile qu'en établissement, était une réponse qui concernait non seulement l'ensemble des acteurs des politiques publiques, mais aussi beaucoup d'autres acteurs qui vont sur l'ensemble du champ économique. Et ce sont ces acteurs-là qui peuvent aussi apporter un certain nombre de réponses et de solutions innovantes, souvent d'ailleurs en lien avec les autres acteurs. Et on a vu des entreprises travailler avec des bailleurs sociaux, avec des caisses de retraite, avec des collectivités territoriales pour construire ensemble des solutions adaptées, avec une créativité, une capacité d'innovation qui est d'ailleurs parfois assez complexe à appréhender, parce qu'il y a énormément de solutions, de produits, de réponses locales qui ont été apportées, avec tout de suite, dans notre vision française, le besoin de rétablir le jardin à la française, de mettre de l'ordre dans tout ça, et toujours cette dialectique entre créativité territoriale, liée à la pluralité du vieillissement, qui par définition, quand on voit l'avenir, un tiers de la population qui sera bientôt à la retraite, eh bien, on voit que le sujet de la prévention jusqu'à l'accompagnement, à tous les stades finalement de l'âge, est par définition un sujet de coordination, et que la coordination n'est possible qu'au niveau local. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la commande entre pensée globale et l'action locale, mais c'était un peu le contexte un peu historique, le flashback que je voulais vous faire pour ouvrir cette réunion. Tout à fait. C'est vrai que en me repenchant pour préparer ce webinaire dans le rapport Libaud, dans le rapport Vachet, pour citer deux rapports qui sont relativement récents, on voit bien que cette dialectique entre le national et le local, elle est très présente, et que la réponse est évidemment de ne pas choisir le tout national jacobin centralisé, etc., ou le tout décentralisé. On voit bien qu'il y a un chemin à trouver entre les deux, entre ces deux extrêmes, mais je pense que Marianne Monchamp en parlera tout à l'heure. Alors, d'abord, peut-être effectivement remercier Albert Lottmann pour cette introduction. Deuxièmement, pour vous dire que vous avez à disposition un espace pour poser vos questions, voilà, et on publie de manière très large. On répondra de manière orale si effectivement on considère que la question mérite d'être élargie à l'ensemble des participants. On répondra sur le chat si de toute façon si on considère que bien évidemment ça appelle une réponse. Parfois ça peut être aussi un témoignage, parfois ça peut être une prise de position. Nous respectons évidemment tout cela. Je me dois maintenant de pratiquer un exercice extrêmement complexe, puisque je vais présenter un petit diaporama qui avait été élaboré par Marine Boisson-Cohen et les équipes de la CNSA, et je vais le faire sous le contrôle de la présidente de la CNSA, donc c'est particulièrement difficile ce qui m'est demandé. En fait, ce qu'on a souhaité montrer dans le cadre de ce webinaire, je pense que c'est extrêmement intéressant, et peut-être que Marianne souhaitera ajouter évidemment quelques mots avant que je lui passe la parole, qu'elle aura la parole. C'est un peu toutes les actions qui ont été menées pendant, alors on dit pendant la crise sanitaire qui n'est pas terminée, mais évidemment pendant le moment le plus aigu de la crise sanitaire, c'est présenter un peu toutes les actions qui ont été soutenues
dans le cadre d'un appel à projet CNSA pour faire au fond un retour d'expérience sur cette crise sanitaire. Je pense que c'est très intéressant de le présenter parce que ça montre justement à la fois la diversité, la créativité des différentes réponses. Donc, la crise effectivement sanitaire, évidemment, elle a affecté de manière majeure le secteur du soutien à l'autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap. Et la CNSA donc, a apporté son soutien en fait à 25 projets. Alors, c'est des projets, c'est des démarches, ce sont voilà, des initiatives sur tirer les enseignements de la crise de la Covid-19. Et dans ces 25 projets d'innovation sociale et organisationnelle, il y en a 19 qui s'inscrivent dans le champ de l'âge. Et on voit évidemment la variété, là aussi, de la durée des projets, puisqu'il y en a certains qui sont extrêmement brefs et d'autres qui s'étalent sur 2 années. Donc peut-être aller effectivement dans le détail de ces projets. On a d'abord 4 retours d'expérience de nature participative. Ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment le fait d'interroger des personnes à travers des enquêtes pour qu'ils puissent indiquer leur vécu. Hein, c'est ce qui est fait avec Hold Up. Il y a un projet basé sur la méthodologie design avec carton plein. Donc là, on est sur des zones qui sont à la fois soit très urbaines, soit très rurales. On a une enquête qui a été initiée par les Petits Frères des Pauvres en collaboration avec le Cercle Vulnérabilité Société sur les conséquences de la crise en termes d'isolement des personnes âgées et de tous les dispositifs, de l'impact des dispositifs qui ont été mis en place sur ce sujet. Et puis, il y a aussi des professionnels qui se sont engagés, l'Association des directeurs au service des personnes âgées, qui a donc conduit une démarche participative visant à un retour d'expérience des résidents d'EHPAD sur la crise. Voilà, donc ça, c'est 4 retours d'expérience. Et on a une démarche, je trouve ça intéressant la manière dont les dénominations sont faites, une démarche donc, qui vise à favoriser le maintien du lien social en temps de crise, qui a été faite à travers l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé Grand Est. Voilà sur ces retours. Ensuite, on a un projet d'expérimentation de dispositifs de soutien aux professionnels des EHPAD en temps de crise. Alors c'est en temps, je pense, TEMPS. C'est le centre hospitalier de Saint-Étienne, ça Rémi Bouvier peut-être connaît ce projet, donc qui porte vraiment sur les troubles anxieux, dépressifs, l'état de stress qui peut être repéré chez des soignants d'EHPAD. Et puis 3 projets qui sont dédiés au renforcement de l'accompagnement des aidants. On a parlé beaucoup des aidants pendant cette crise sanitaire et il ne faudra pas oublier d'en parler après, à travers effectivement l'Association française des aidants, l'Union nationale des associations françaises Alzheimer et le Centre Borelli. Voilà, de toute façon, vous aurez ce diaporama à disposition. Vous pourrez revoir en détail l'ensemble de ces actions. On a également 4 projets. Là, ça c'est intéressant parce que c'est des projets qui sont nés pendant la crise sur l'idée de mieux coordonner les acteurs, de mieux essayer de faire travailler ensemble des organismes qui n'ont pas forcément l'habitude, pour des raisons X ou Y, de travailler ensemble. On a Solidarité Domicile, alors je le dis avec d'autant plus de plaisir que, évidemment, Clésia et l'OCIRP ont aidé financièrement cette initiative, qui était l'idée de mettre en place de faire évoluer une plateforme qui, comme un outil de gestion, je dirais, qui puisse fonctionner en interservice à la fois domicile et EHPAD, et quelle que soit, je dirais, la nature juridique des organismes d'aide à domicile. Donc je pense que c'est un sujet effectivement qui a été très intéressant. On a Make Sense, on a également le CCS de Grenoble, donc vous voyez c'est extrêmement varié, et on a Réseau Occitanie qui là été consacré à des initiatives de prise en charge palliative à destination de personnes âgées en perte d'autonomie ou des personnes handicapées, donc voilà, qui implique évidemment le fait que des acteurs se coordonnent. Donc je trouve que c'est intéressant qu'au cœur de la crise, il y ait eu justement cet effort, cette initiative de coordonner des acteurs, des organismes
qui n'ont pas forcément l'habitude, une fois de plus, de travailler ensemble. Ensuite, on a 5 projets de modélisation, d'expérimentation, de retour d'expérience sur l'adaptation des établissements sociaux et médico-sociaux à la crise. Donc là, on a le pôle service à la personne de PACA, on a l'association Monsieur Vincent, on a la SFGG, la Société française de gériatrie et de gérontologie, on a l'association Humanitude, on a l'ADMR, donc qui a effectivement aidé à domicile en milieu rural, qui a réalisé une étude visant à étudier l'impact de la crise sanitaire sur les personnes accompagnées, les aidants, les salariés et les services d'aide à domicile. Voilà, et puis également une démarche d'identification, de diffusion et d'essaimage des innovations nées de la crise avec le Gérondif, donc là qui est a priori sur l'Île-de-France, si mes informations sont exactes, mais je vois Marianne qui opine du chef. Voilà sur ces différents projets, donc ces 19 projets qui donc ont été soutenus. On fait l'occasion d'appel à projet de la CNSA. J'espère que j'ai à peu près présenté cela de manière dynamique, Madame la Présidente. Ce que je souhaiterais peut-être à ce stade, c'est que peut-être Rémi Bouvier et Nicolas Menet, si vous avez un retour un peu sur ce thème, je dirais global, sur des politiques qui sont menées au niveau national, mais qui s'adressent à des personnes qui sont situées dans des territoires et qui sont forcément différenciées selon les territoires, selon urbain, zone urbaine dense, périurbain, rural, etc. Qu'est-ce que ça vous évoque? Peut-être Rémi d'abord. Voilà, je pense que le micro marche. Bonsoir à tous et à toutes. Je pense que le thème est très, très approprié et je pense qu'Albert faisait vraiment un rappel dans son introduction. On est bien sur des problématiques nationales et on est bien sur des essais de réponse régionales ou locaux-régionales. Tu faisais, Pierre, tout à l'heure écho à ce qui se passe sur le CHU de Saint-Étienne, voilà, qui a été également très pilote dans la période de crise Covid au niveau de l'ensemble des établissements et des EHPAD. On a eu de nombreux échanges. Et dans ce retour d'expérience, c'est vrai, on a pensé à tous ces professionnels de santé qui avaient subi des traumatismes très importants pendant cette période, avec des EHPAD qui étaient très touchés, de très nombreux décès, et d'imaginer des réponses professionnelles sur les territoires en conséquence. Et on s'est aperçu très rapidement, d'ailleurs dans l'essai qui a été fait, par exemple, que la réponse psychologique sur des EHPAD qui étaient en ville, qui disposaient de centres et d'écoute connus et reconnus, ne posait pas de problème. Par contre, sur des territoires plus ruraux, cet accès aux psychologues déjà ne se faisait pas de façon personnelle, un entretien, se faisait souvent par téléphone. Et donc, on avait voilà, des réponses très différentes pour ne citer que ce projet-là parmi tous ceux que tu as montrés. Très bien. Alors, on a une question, ça me permet de passer la parole peut-être à Nicolas, même si c'est peut-être, ça préfigure déjà la prise de parole de la deuxième partie de notre webinaire. On a une question sur le chat sur l'articulation entre les différents établissements publics de coopération intercommunale et les startups, si j'ai bien compris la question. Nicolas, quel est votre sentiment là-dessus? Oui, bonjour à tous et merci beaucoup à Monsieur Lotzmann d'avoir rappelé l'histoire parce que c'est toujours très important de savoir d'où l'on vient et c'est vrai que ça c'était très utile. Oui, alors la question est très intéressante. Alors je ne vais pas déborder parce que je pourrais en parler évidemment pendant des heures puisque c'est la vocation même des organisations comme Silver Valley de faire ce lien entre les territoires et les organisations publiques et les startups. Que je dirais par rapport au débat qui a commencé à se poser, c'est vrai qu'il y a des initiatives aujourd'hui qui ont été permises notamment par la Silver Economy, par les différentes initiatives dans les territoires. Il y a beaucoup d'innovations qui émergent un peu partout, avec beaucoup d'utilité, parfois non,
avoir parfois de la futilité aussi, et parfois aussi des projets qui fonctionnent pas forcément bien. Et les territoires ont tendance effectivement à s'intéresser exclusivement ou en priorité, en tout cas, aux innovations sur leur territoire. Sauf que le sujet, bien sûr, c'est le passage à l'échelle de ces innovations. Et c'est vrai que je pense que la CNSA a un rôle très important à jouer, via notamment les conférences de financeurs, pour analyser ces projets sur les territoires, les faire remonter et chercher un petit peu quelles sont les preuves de déploiement, quelles sont les preuves à la fois médico-économiques, mais les preuves d'utilité, pour justement rassembler tout ça. Donc vraiment l'idée d'organiser cette remontée des initiatives, et à un moment donné, il va bien falloir faire une chambre de tri entre des projets d'initiatives locales que bien sûr beaucoup d'élus veulent voir se déployer, mais parfois c'est pas possible parce que les projets soit sont pas pertinents, soit parce que les porteurs de projets eux-mêmes n'ont pas la capacité de passer à l'échelle. Donc c'est là où effectivement les experts territoriaux, alors comme peuvent l'être les clusters bien sûr, mais je pense aussi aux gérontopoles, vous avez cité les gérontopoles d'Île-de-France, on a le gérontopole Nouvelle-Aquitaine, on a le gérontopole en Normandie, en Loire-Atlantique, dans les Pays de la Loire, pardon. Donc tous ces experts territoriaux ont la capacité d'analyser la pertinence, l'utilité, la faisabilité, la désirabilité, l'acceptabilité des projets d'innovation. Donc je pense que là, il y a un vrai travail en fait d'organisation de l'innovation sur les territoires avec des organisations qui financent. Alors on a aujourd'hui, bien sûr, on a la CNSA, j'en profite parce que on a la chance d'avoir Marianne avec nous, mais on a beaucoup d'acteurs. Vous avez parlé de la MSA, on a les CARSAT, on a la CNAV, on a les départements aussi, bien sûr, et les régions qui peuvent faire ce travail-là. Voilà un petit peu ce que je vois, ce partenariat entre finalement le privé qui va avoir l'initiative de l'innovation et le public qui va permettre un essaimage, toujours en amorçage, avec à un moment donné la nécessité aussi de lâcher prise pour la puissance publique, pour que la start-up devienne scale-up et devienne une entreprise et laisser finalement le marché faire son travail. Alors, merci Nicolas. On a un peu effleuré la deuxième partie du webinaire, mais c'était évidemment intéressant. Il est temps maintenant de peut-être passer la parole à la présidente de la CNSA. Marianne, moi j'ai envie que vous nous parliez quand même de la loi grand âge ou de la loi solidarité entre les générations. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui est attendu? Et puis, je pense que j'ai déjà fait référence, mais il y a les réflexions qui étaient dans le rapport Libaud, dans le rapport Vachey, sur l'articulation, au fond, entre la CNSA, les départements, les agences régionales de santé. Est-ce qu'on est arrivé, à votre avis, aujourd'hui, à un point d'équilibre sur cette articulation entre le national et le local? Merci beaucoup, cher Pierre Maillan. Merci de m'avoir invité à être des vôtres. Je salue chacun des intervenants de cette table ronde que j'ai le plaisir de côtoyer souvent, et c'est une chance. Et maintenant, je vais tenter de répondre à la question substantielle que vous m'avez posée, pour laquelle je peux avoir effectivement quelques pistes de réponse, mais pas toutes. Donc, je vais faire le choix de répondre à côté de la question, ce qui est souvent la moins mauvaise des solutions quand on n'a pas tous les ingrédients pour une réponse complètement carrée et assertive. Déjà, avant de parler de la loi Génération Solidaire, je voudrais rapidement reprendre les éléments qui concernent cette articulation entre la politique de l'autonomie et la vie des territoires, si je peux résumer les choses ainsi, en disant que la CNSA, en tout cas la CNSA de l'origine, celle de 2004, elle est par construction fabriquée pour permettre, ou en tout cas tenter, de produire cette articulation entre une déclinaison d'une politique de protection sociale et les acteurs territoriaux que sont évidemment
les collectivités territoriales, mais ceux qui, dans les territoires, participent de la production de la réponse en protection sociale, essentiellement à 2 étages dans sa gouvernance, parce que quand même, je veux rappeler que dans les institutions de protection sociale, la place des territoires est ménagée au sein du Conseil de la CNSA, et ça n'est pas une petite histoire, ça n'est pas un détail, ce qui fait que, effectivement, dans la vie de l'institution, la voix de l'Assemblée des départements de France, la voix des départements, disais-je, mais aussi la voix des collectivités locales est présente dans l'ensemble des débats et dans l'ensemble des constructions prospectives qu'effectivement le Conseil s'attache à développer. Elle est également, cette voix des territoires et cette articulation avec le territoire, elle est également par construction dans la CNSA d'origine, dans l'opérationnalité de cette agence qui est au fond la CNSA. Et tout à l'heure, quand Nicolas pointait effectivement le rôle de la Caisse et quand dans les slides que vous nous avez magnifiquement présentés, Pierre, des appels qui ont été faits à un projet sur les retours d'expérience concernant la crise Covid, on voit bien comment cette fonction agentielle peut se développer pour créer un pont entre ce qui se met en œuvre au plus près de nos concitoyens et ce qui ensuite va pouvoir être théorisé, validé, prorogé par le jeu des politiques publiques dans le champ de l'autonomie. Et puis est arrivée la création de la 5e branche au mois d'août 2020, j'ai envie de dire contre toute attente, parce qu'on nous a un peu pris de vitesse, c'est apparu comme une divine surprise, on ne l'attendait plus. Mais je pense que à nous tous, nous avons dû être convaincants, puisque le législateur, au motif qu'il nous avait dégoté 0,15 points de CSG utilisables, a bien voulu nous transformer en une 5e branche de sécurité sociale. Autant dire que nous n'étions pas peu fiers, parce que le même législateur a eu la très grande délicatesse de confier aux mêmes parties prenantes, et donc au territoire, la gouvernance de la dite branche, comme si on ne changeait rien. Eh bien si, ça change beaucoup de choses, parce que cela veut dire que désormais, dans l'environnement de la sécurité sociale, une des institutions, dans sa gouvernance, donne au territoire une place consacrée par les équilibres de sa gouvernance. Et ça dit beaucoup. Et quand je dialogue avec le président de la CNAM et qu'il m'explique comment la CNAM veut s'orienter vers le aller vers et produire ce grand mouvement de rapprochement avec nos concitoyens qui sont touchés par des pathologies, parfois des pathologies lourdes et chroniques, et qui ont besoin que l'assurance maladie aille vers eux pour qu'ils comprennent et qu'ils intègrent des parcours de soins extrêmement précis et qui les concernent, je me dis que notre petite branche, déjà un peu déficitaire, je dis ça pour casser l'ambiance, a la possibilité effectivement d'apporter sa capacité agentielle et de modélisation de ce rapprochement d'avec là où ça se joue, là où se nouent les destins singulier de nos concitoyens. Parce que, avec cette histoire d'autonomie, cette politique de l'autonomie, au fond, c'est moins la question du risque, même s'il est très présent, vous l'imaginez, à l'esprit de la présidente du conseil de la CNSA que je suis, et il y a de quoi, encore une fois, je rappelais ce que la Commission des comptes de la sécurité sociale nous a confirmé et que nous craignons un peu. Je veux dire que, au-delà du risque qui nous appartient de gérer au mieux de l'intérêt général, il y a cette énorme ambition de la vie autonome pour nos concitoyens. Et la vie autonome, parce que c'est la vie de nos concitoyens, ça se noue, ça se dénoue quelque part. Et ça se noue sur un territoire, dans l'hyperproximité, avec effectivement la nécessité de trouver des effecteurs de ces politiques de l'autonomie. Au-delà des orientations générales, que je ne doute pas que la loi Génération solidaire nous apportera quand elle verra le jour, j'y reviendrai dans un instant, il nous faut évidemment garantir que jusqu'au dernier kilomètre et jusqu'à la personne, ces politiques apportent non seulement des réponses,
mais correspondent aux aspirations de nos concitoyens. Ça n'est plus tout à fait la même histoire, ça n'est plus tout à fait le même schéma, ça n'est plus tout à fait la même dynamique. Et c'est là, sans doute, que nous pouvons attendre de la loi qu'au-delà de cette clarification que certains idéologues appellent de leur vœu entre la séparation des compétences des uns et des compétences des autres, il nous faut, à mon sens, définir les voies de ce pilotage d'une politique moderne, d'une politique contemporaine de protection sociale qui doit produire une réponse totalement personnalisée, irremplaçable, contingente à la personne qui avance en âge ou qui se trouve en situation de handicap, parce que je veux rappeler évidemment le principe de la convergence qui est une des grandes caractéristiques de la branche, de la 5e branche. Alors, pour devenir un effecteur de politique publique, il faut évidemment s'interroger sur la manière dont on transforme une approche classique que je qualifierais d'approche en gouvernance en une véritable capacité de pilotage. Et c'est là qu'il va nous falloir nous arracher des schémas préétablis et qu'il va falloir produire de l'innovation organisationnelle et, si je puis dire, de l'innovation politique. Je ne veux pas évoquer plus avant le scrutin de dimanche dernier. Mais s'il en était besoin, je dirais que nous avons vu que nos concitoyens pouvaient nous signifier que ce qui était loin des yeux pouvait aussi être loin du cœur et que se mobiliser pour, au fond, se doter d'une république, comment dirais-je, décentralisée, n'entraînait pas de soi une démarche civique. Le taux d'abstention nous l'a dit de manière tout à fait éloquente. On voit bien donc comment il va falloir produire une autre manière d'aborder la question du pilotage de ces politiques pour faire un lien réel avec la vie du territoire, avec les collectivités territoriales, les collectivités locales, de sorte que l'on puisse atteindre véritablement la personne au bout de cette longue chaîne de coopération. Nous avons lancé, avec le conseil de la CNSA, une opération que nous avons pompeusement appelée opération de prototypage du pilotage des politiques de l'autonomie. Avec un certain nombre de présidents de conseils départementaux, dont je veux dire qu'ils ont tous été réélus, mais je n'y vois aucun lien de cause à effet, nous avons dessiné un mode, au fond, de fonctionnement qui pourrait permettre d'illustrer ce que serait ce pilotage, en définissant tout simplement un diagnostic partagé des besoins de réponse pour une vie autonome sur un territoire donné et à un niveau parfois infraterritorial, en définissant un niveau de contractualisation pluriannuelle très avancé et très contingent des différences territoriales que l'on peut constater à partir de ces diagnostics partagés, en mettant en œuvre des politiques de l'autonomie beaucoup plus larges dans l'esprit que la conférence des financeurs, permettant d'associer les parties prenantes du territoire à des fins de définition d'une politique de l'autonomie réellement partagée sur le territoire, bref, d'inventer des modes de contractualisation et d'évaluation de ces politiques en partenariat avec la branche. Cet exercice a été extrêmement stimulant. Il nous a montré une chose toute simple, c'est que c'était possible. Alors, puisque c'était possible d'imaginer ce modèle-là, c'était possible d'imaginer qu'effectivement la grande guerre homérique entre d'un côté l'État central et de l'autre les territoires pouvait se résoudre dans des modes opératoires rassembleurs et partagés, pilotage partagé des politiques de l'autonomie. Nous attendons avec impatience le texte qui nous est promis. Je peux vous dire que l'attention des parties prenantes, en un seul mot, l'attention des parties prenantes est particulièrement forte sur ce plan.
parce que je pense que éluder ce sujet, ne pas le raccrocher à la future loi 3D qui a été 4D un temps mais qui redevient 3D, pour faire qu'au fond, il n'y ait pas de traitement différencié de la question de la différenciation, de la décentralisation et de la déconcentration et du pilotage des politiques de protection sociale, me semblerait à titre personnel être une idée assez séduisante et que, bien entendu, nous serons, nous, Conseil de la branche, particulièrement attentifs à la manière dont on traitera de cette question de la gouvernance. Il reste un point que j'aimerais évoquer, c'est qu'au-delà de cette machine un peu complexe, un peu lourde, qui fait couler pas mal d'encre et qui donne le sentiment qu'on ne peut pas y arriver, alors que, à travers cette opération de prototypage, nous en avons eu précisément le contre-exemple. Je veux dire qu'il nous restera encore une étape à franchir. Tout à l'heure, Albert Lottmann parlait à raison de la question de la coordination. Moi, je vais parler de la coopération. Un axe déterminant pour nos politiques de l'autonomie et nos politiques de protection sociale va être précisément celui-là, qui, à partir de projets qui, dans certains cas, piétinent, subissent des freins incommensurables, au point qu'alors même qu'on a soutenu financièrement leur expérimentation, on n'arrive pas à les faire décoller et que les porteurs peuvent se désespérer d'une forme, au fond, comment dirais-je, d'éloignement de la décision centrale. Je pense qu'il nous faut investir très profondément dans ces logiques de coopération. Je prendrai quelques exemples. Prenez le programme ICOP que vous connaissez bien, porté par le professeur Velas. Quand on discute avec le professeur Velas, bien sûr qu'il arrive à diffuser ce programme ICOP dont je vous rappelais qu'il porte le cachet de l'OMS et qu'il est particulièrement convaincant dès lors qu'on va regarder un petit peu comment cela fonctionne, en tout cas pour toute la partie prévention primaire du projet ICOP. Moi, ce que j'ai découvert en discutant avec le professeur Velas, c'est que si le truc patine, parce qu'il patine aujourd'hui à sa diffusion et à son élargissement, c'est qu'à un moment, les processus coopératifs ne sont pas suffisamment actionnés. Quand on regarde le projet que porte je ne sais pas s'il restera président de la Corrèze. Je sais qu'il a été réélu au premier tour, le premier dimanche du scrutin. Le président, l'ex-président et peut-être futur président de la Corrèze, Pascal Coste, qui a créé une académie des métiers du domicile, AMAC, et qui peine, là encore, à faire entendre l'intelligence de ce modèle. Nous avons besoin, là encore, de retrouver au niveau national et au niveau territorial des capacités de coopération. Quand je pense également à l'excellence du modèle de l'accueil familial qui a été développé dans un certain nombre de départements, je pense évidemment au département du Nord, mais aussi je pense à La Réunion, à nos compatriotes ultramarins qui ont beaucoup investi dans ce modèle-là. Lui aussi, si vous voulez, il faut qu'il bénéficie de cette puissance de feu coopérative. Et pour moi, c'est sans doute l'étape d'après. Celle qui permettra à un État moderne, conscient de sa responsabilité pour la gestion du risque, mais attentif à l'expression des parties prenantes, de permettre en quelque sorte l'avènement, la durabilité de ces projets qui sont autant d'effecteurs des politiques de l'autonomie. Voilà ce que je voulais vous dire, répondant un peu mal à la question. Je sais que la future loi Génération Solidaire traite de ces sujets. Je ne voudrais pas qu'elle les tangente, parce que nous avons un véritable intérêt à agir pour que la politique de l'autonomie, que je crois nos concitoyens peuvent comprendre tellement elle est au cœur de leurs préoccupations, rester maître chez soi, rester aux commandes, même si la santé n'est plus là, même si l'âge arrive, mérite, à mon sens, une véritable transformation de nos approches en pilotage et également sur un plan opérationnel de nos politiques de protection sociale et au cœur de la protection sociale de notre politique de l'autonomie. Merci beaucoup, Marianne.
Alors, déjà, c'est vrai que cette loi, donc Génération Solidaire, donc ce projet de loi qui n'existe pas, donc c'est avant projet de loi qui existe peut-être, il faut, pour qu'il soit discuté au Parlement, compte tenu du peu de temps qui reste maintenant d'ici l'élection présidentielle, c'est un peu maintenant ou jamais, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que si on veut vraiment discuter d'un projet de loi, c'est possible à l'automne 2020, avec une adoption finale, je dirais, en février ou en mars 2022. Oui, c'est ça, c'est automne 2021 et puis février ou mars 2022 pour l'adoption définitive. Mais le créneau est vraiment très, très ténu. Et il y a il y aura peut-être d'autres échéances ou d'autres obligations qui viendront percuter. C'est vrai que c'est dommage parce que ça serait dommage parce que je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à un point de maturité du débat quand même. Je crois que c'est vrai et je dirais que ce texte mérite, bien qu'il y ait eu de très nombreux rapports, je pense en particulier au rapport de Dominique Libault, qui a été le fruit d'une concertation extrêmement large, mais on a besoin sur ce texte d'un temps de concertation. Et on ne peut pas, à mon avis, faire l'impasse sur ce temps de concertation. On a besoin d'adosser à ce modèle une réponse sur le financement de ce modèle. Et nous ne pouvons pas disjoindre la question du financement du modèle et le modèle lui-même, parce que cela reviendrait à dire que le virage domiciliaire peut devenir un modèle low cost ou un mode dégradé du modèle institutionnel que nous connaissons aujourd'hui et que nos concitoyens commencent à nous signifier de manière extrêmement claire qu'ils le comprennent de moins en moins bien et que si on leur demande leur avis, ils n'en veulent pas pour eux-mêmes ou pour leurs parents. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a plein de moyens de desserrer les difficultés par les textes qui se présentent. Je pense à 3D, je pense à un excellent PLFSS. Il y a plein de moyens de faire les choses. Je crois que ce texte mérite une ambition, des financements et surtout une concertation qui embarque l'ensemble des acteurs, les parties prenantes. Et les territoires ne sont pas avantagés dans cette affaire. Eux qui étaient en plein renouvellement dans des circonstances électorales qui évidemment empêchaient une contribution, on ne peut pas imaginer qu'ils passent leur tour sur la concertation sur le texte. Tout peut se jouer encore, tout est possible, mais je pense que les conditions que très rapidement je pointe, indépendamment des contraintes de l'agenda parlementaire qui semble devenir assez chargé, si j'en crois les annonces récentes, indépendamment de cela, impose une véritable méthode pour que ce soit bien le texte que l'on attend et pas un texte pour traiter la question comme on le fait parfois sur une fin de quinquennat. Bon, c'est très clair, merci beaucoup. Je crois qu'on arrive, sauf s'il y a des réactions ça et là, je crois qu'on arrive au terme du premier temps de notre webinaire, mais quelque part ça fait une transition qui est quand même assez simple à trouver avec les innovations. Ces innovations, on a la recherche d'innovation, on a beaucoup parlé d'innovation. Ça fait des années et des années qu'on parle de l'innovation pour les personnes âgées, en présentant ça souvent comme la solution ou les solutions qui vont permettre de vieillir à domicile dans les meilleures conditions, de retarder l'entrée en institution. Enfin, tout ça, il y a quand même un message qui est porté depuis des années et des années sur ce sujet. Alors, on a maintenant une séquence avec Léna Guettner, avec Rémi Bouvier et Nicolas Menet. Et puis Marianne, évidemment, peut réagir à tout moment. Léna Guettner, vous êtes directrice, cofondatrice de Ronalpia. Donc d'abord, dans un premier temps, vous allez nous présenter Ronalpia, parce que c'est un organisme, enfin je ne sais pas si on l'appelle organisme d'ailleurs. C'est une structure qui est extrêmement intéressante. Et puis nous donner des exemples aussi en matière d'innovation et en matière d'innovation sociale.
et en matière d'innovation sociale, évidemment, pour un vieillissement réussi dans les territoires. À vous, Léna. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous. Donc juste pour replacer un peu le cadre de mon intervention, je suis loin d'être une experte du sujet, donc je compte d'avance sur votre bienveillance. Je suis plutôt une actrice de terrain, plutôt spécialisée justement sur ces questions d'innovation sociale, mais pas spécifiquement sur le sujet du vieillissement. Donc si je n'utilise pas les bons mots, d'avance, je vous prie de m'excuser. Donc Ronalpia, c'est une association de loi 1901. On a créé cette association avec Enora Guérinel en 2013 à Lyon, en partant du constat qu'en fait, il y avait énormément d'innovations sociales qui étaient portées par des acteurs de terrain, portées par des individus, portées par des entrepreneurs, et que ces solutions n'étaient pas accompagnées à ce stade parce qu'elles étaient atypiques. Elles étaient atypiques parce que ce sont des créations d'entreprises qui ont vocation à être centrées autour de l'intérêt général, centrées autour des questions d'utilité sociale, et donc elles n'étaient pas accompagnées par les structures d'accompagnement classique. Voilà globalement pour notre métier chez Ronalpia et l'initiative qu'on a eue du coup il y a 9 ans. Aujourd'hui, on a répliqué notre modèle, donc on a commencé à Lyon et puis on a répliqué notre modèle aujourd'hui dans 8 territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc à Grenoble, à Saint-Étienne, à Roanne, mais aussi à Bourg-en-Bresse, dans la Drôme, à Voiron et puis dans l'Ouest lyonnais, justement parce que c'est la thématique du jour. On est convaincu que les innovations, elles sont locales sur des sujets, sur des problématiques qui sont nationales, voire internationales, et que c'est aussi la somme de ces innovations territoriales qui ensuite pourront soit répondre à une problématique de société très territoriale, soit ensuite répliquer et s'aimer. Nicolas, vous en parliez tout à l'heure, il y a aussi cette question de repérer les innovations qui fonctionnent pour les aider à se déployer. Donc concrètement sur l'innovation sociale, c'est une thématique, c'est une notion qu'on emploie souvent, pas toujours facile à appréhender. Donc, je vais aller chercher la définition officielle. L'innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché, donc vraiment non résolus par les entreprises privées, ou des politiques sociales, donc non portées aujourd'hui par les services publics actuels, en impliquant la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et des usagers. Donc voilà pour la partie officielle. Concrètement, en fait, une innovation sociale, elle peut naître dans tous les secteurs d'activité à partir du moment où c'est une innovation portée sur l'intérêt général, donc sur des sujets de santé, d'environnement, des sujets de grande précarité, des sujets de handicap et puis bien évidemment de vieillissement. Elles peuvent être portées par une différente typologie d'acteurs, des associations, des entreprises, des fondations, des collectivités, mais aussi des entrepreneurs. Et puis certains parmi vous parlent de SSIser l'économie, donc d'ajouter de l'innovation sociale dans tous les pans de l'économie et notamment aussi chez les grandes entreprises. Donc ça fait partie des enjeux du moment de comment est-ce que cette économie devient plus résiliente, plus tournée vers l'intérêt général. Donc nous, chez Ronalpia, concrètement, on accompagne des porteurs d'innovation sociale qui sont des entrepreneurs. On les appelle des intrépides parce on est convaincus qu'ils sont créatifs, qu'ils sont agiles, qu'ils décident pendant une période de leur vie de mettre toute leur énergie à la résolution d'une problématique de société en créant une entreprise. Créer une entreprise, en tout cas chez Ronalpia et dans l'innovation sociale, c'est globalement à 70% des associations. Donc entreprise est un mot très large qui ne se définit pas par son statut juridique. Donc des associations, des coopératives, des mutuelles ou des fondations aussi, et puis qui respectent par contre 3 critères. Le premier, donc, c'est l'utilité sociale. Le deuxième, c'est une gouvernance participative. Et le troisième, c'est la lucrativité limitée, qui sont nos 3 piliers pour nous définir, nous identifier, nous les acteurs de l'ESS et les acteurs de l'innovation sociale. Très concrètement, notre métier d'incubateur et d'accompagnateur, c'est déjà de révéler ces potentiels, de détecter ces innovations sociales dans les territoires. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on reçoit à peu près 500 candidatures par an. Donc, 500 candidatures d'entrepreneurs qui ont une idée sur une problématique de société et qui veulent se lancer. Notre deuxième métier, c'est de sélectionner. Il faut réussir à sélectionner les entreprises sociales à plus fort potentiel d'impact, celles qui vont avoir un modèle économique qui sera viable aussi, et puis avec une équipe solide. Et donc, pour les sélectionner, on s'appuie, et donc ça faisait partie des questions tout à l'heure, sur les collectivités territoriales. Donc, nos comités de sélection intègrent les collectivités territoriales et les services publics pour détecter les innovations sociales qui leur paraissent prioritaires pour le territoire, mais aussi des financeurs qui viennent valider les modèles économiques parce qu'on sait
aujourd'hui que ça ne sert à rien de créer une association ou de créer une entreprise si elle n'est pas pérenne économiquement. Et puis, des dirigeants d'entreprises sociales qui viennent plutôt valider la posture de pair, donc des entrepreneurs qui sont agiles et qui sont vraiment dans cette posture entrepreneuriale. Notre troisième métier, c'est d'accompagner. On accompagne 150 entreprises sociales par an environ aujourd'hui sur tous les enjeux du développement durable, les objectifs du développement durable de l'ONU, donc vraiment sur énormément de secteurs d'activité, avec de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement collectif, beaucoup d'accompagnement par les pairs. En fait, comme ce sont des innovations sociales et que c'est un secteur qui est encore jeune, on a encore peu capitalisé sur les bonnes pratiques et sur les écueils, et donc il y a encore beaucoup de partage de bonnes pratiques, notamment orales, qui se fait et donc qui se fait par les pairs. Et puis un vrai rôle de tiers de confiance. On en parlait tout à l'heure sur les sujets de coopération. Comment est-ce qu'on arrive à coopérer? Comment est-ce qu'on arrive à mettre ensemble différentes parties prenantes, les acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs associatifs, parce qu'on sait que face à l'ampleur des enjeux qui sont aujourd'hui devant nous, aucun acteur ne peut y arriver seul. Or, on n'a pas appris à coopérer. À l'école, on ne nous apprend pas à coopérer. En tout cas, ce n'est pas notre premier enseignement. Et donc, il y a un enjeu à réussir à se mettre autour de la table, à comprendre quelles sont nos différences, quels sont nos enjeux, quels sont nos terrains d'entente, et puis surtout à apprendre à parler le même langage, réussir à avoir les mêmes éléments de langage, les mêmes référentiels, les mêmes calendriers, pour réussir à monter des projets de coopération qui soient réels et non pas déséquilibrés. Et c'est un vrai enjeu. Et notre dernier métier, c'est un métier d'accueil, donc accueillir les entreprises sociales dans des territoires qui sont fertiles pour le développement de l'innovation sociale. C'est pour ça qu'on a décidé d'essaimer notre modèle dans des territoires aussi ruraux et périurbains, en fédérant toutes les parties prenantes justement pour accueillir ces entreprises sociales, leur permettre de se déployer. Ça fait pas vraiment partie de nos enjeux. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 300 entreprises sociales depuis notre création, depuis du coup ces 8 territoires. On est une équipe de 25 personnes. J'ai l'impression que je fais le plus beau métier du monde parce que je côtoie tous les jours des personnes qui ont envie, qui ont de l'énergie, qui décident à un moment face à une problématique de société, non pas de se mettre dans une posture d'attente, non pas de se mettre à grogner dans un canapé, mais bien à imaginer des solutions, à les prototyper et à les tester, malgré toute la difficulté qu'est le parcours d'un créateur d'entreprise ou d'un créateur d'association. Et puis, Nicolas, vous en parliez aussi tout à l'heure, l'un des enjeux, c'est la question de l'essaimage, de la réplication. Donc aujourd'hui, on accompagne les entreprises sociales à la création, bien évidemment, c'est notre métier premier. Et puis, on a aussi un métier d'accueil d'entreprises sociales qui se sont lancées à Nantes, qui se sont lancées à Bordeaux ou à Paris, qui veulent répliquer leur modèle en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on les aide à dupliquer leur modèle, à être accueillis sur le territoire, à adapter leur modèle aussi au nouveau territoire qu'ils explorent. Parce qu'une solution qui fonctionne à Paris ne marche pas exactement de la même manière, souvent à Saint-Étienne ou à Roanne. Il faut adapter le modèle, les parties prenantes ne sont pas les mêmes, les acteurs en place ne sont pas les mêmes, et il y a besoin de facilitation. Et à l'inverse, il y a évidemment une question de renforcement des modèles économiques de ces innovations sociales qui veulent essaimer et qui veulent se répliquer pour pouvoir être diffusées au plus grand nombre. Et puis, juste pour finir le panorama, on travaille aussi sur des filières qui nous paraissent être les filières importantes du XXIe siècle et des enjeux qui sont devant nous. La première filière sur laquelle on travaille, c'est le sujet de la justice pénale. Donc, on accompagne des entreprises sociales dans le champ de la justice, en partenariat avec le ministère de la Justice et une association qui s'appelle Possible. Un autre sur l'économie circulaire, en partenariat avec Suez et avec la métropole de Lyon, et on vient de lancer un appel à candidature aujourd'hui. Puis on l'espère demain sur les sujets de vieillissement, justement, parce qu'on voit passer beaucoup d'innovations sociales, on voit passer beaucoup de porteurs de projets, à la fois en impact direct auprès des personnes âgées, mais aussi vis-à-vis des aidants et vis-à-vis de tout un écosystème. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'initiatives, business, il y a aussi beaucoup d'initiatives d'intérêt général et qu'elles ne sont pas encore suffisamment accompagnées, épaulées, et surtout elles ne font pas encore suffisamment système pour vraiment avoir un impact systémique. Pour vous donner des exemples très concrets, Madame Monchamp, vous parliez tout à l'heure de l'accueil familial. On a accompagné une jeune entreprise qui s'appelle Monseigneur, qui est née à Grenoble, que vous connaissez peut-être, qui travaille à cette fluidification de l'accueil familial pour les personnes âgées, en partenariat
partenariat avec les départements pour labelliser des familles d'accueil, pour faciliter l'accueil à domicile des personnes âgées, soit pour des passages courts, donc sortie d'hospitalisation ou besoin de répit, ou aussi en alternative aux EHPAD. On accompagne aussi un projet qui s'appelle l'Air aéré, qui est dans le Beaujolais et qui est plutôt sur la création de lien social et le maintien du lien social pour les personnes âgées isolées, et donc qui est un bus itinérant d'activités ludiques pour les personnes âgées dans les territoires ruraux. Et dans le même domaine, sur la question de l'accessibilité, notamment dans les territoires ruraux, on accompagne Okemed, qui est né à Saint-Étienne et qui fait de la livraison de médicaments. Monsieur Bouvier, je vous vois hocher de la tête, qui fait de la livraison de médicaments dans les territoires ruraux à destination des personnes âgées, en partenariat avec les pharmacies, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer en pharmacie ou qui, là, pendant la crise du Covid, ont eu besoin d'être facilitées pour être approvisionnées avec leurs médicaments importants. Sur les sujets de mobilité, on a accompagné une belle start-up plutôt tech qui s'appelle Andiamo, qui est née à Grenoble et qui crée des générateurs d'itinéraires accessibles 100% en fauteuil roulant. Et donc là, c'est comment est-ce que quand on se retrouve à Grenoble, on a une appli GPS qui permet d'identifier tous les trottoirs sur lesquels on peut passer quand on est à mobilité réduite, tous les lieux d'accueil, les restaurants, les hôtels, et puis les musées qui sont accessibles, même si normalement ils le sont tous, mais dans les faits, ils ne le sont pas encore tous. Et donc Andiamo génère comme ça des itinéraires. Et puis Bénur, qui est un handbike. Je vous mettrai tous les liens dans le chat, mais Bénur qui est un handbike qui permet de faire toute la Via Rona en vélo, mais en pédalant avec les mains. Donc en fait, c'est un petit char, on monte dedans en fauteuil roulant et puis on peut pédaler avec les mains et du coup descendre notamment toute la Via Rona en vélo. Voilà pour quelques exemples d'innovation sociale qu'on a accompagnées. Je vais vous les mettre dans le chat. Je ne rate jamais une occasion de leur faire un peu de publicité parce qu'elles le méritent. Et en conclusion, c'est évidemment cette question de la coopération. Je suis complètement d'accord. Acteurs publics, acteurs privés, entreprises sociales, ensemble pour passer des étapes et passer des caps sur ces grandes problématiques de société. Et donc avec plaisir pour en rediscuter à d'autres occasions. Super, merci beaucoup. C'était tout à fait intéressant et rafraîchissant. Alors maintenant, le temps est venu de passer la parole au grognard dans le canapé. Donc, c'est Rémi et Nicolas. Donc, Rémi d'abord. On a mis les liens, hein, on a mis les liens effectivement dans le chat sur les différents projets que vous avez soutenus. Très intéressant. Voilà, Rémi, c'est à toi. Rémi Bouvier, directeur général. Merci Pierre. Ouais. Ça va être une prise de parole très compliquée par rapport à tout ce qui a été, tout ce qui vient de dire. Alors tout d'abord, Aesio Santé, une petite présentation. Aesio Santé, ça fait partie du groupe Aesio, où dedans vous avez deux grands groupes, Aesio Mutuelle, protection sociale, et puis Aesio Santé, qui est un acteur direct du soin, et qui génère des circuits de soins. Dire également que c'est une très grande chance d'appartenir à la mutualité. On disait tout à l'heure que Albert réintégrait son corps d'origine, mais sur cette génération solidaire, sur le grand âge, on a eu sous son égide des animations au niveau de la FNMF, de notre fédération, très importantes. Et justement, ce qui était très intéressant, c'était d'être dans des grands axes de stratégie nationale, de compréhension nationale. Vous parliez tout à l'heure, Madame Monchamp, de financement de cette 5e branche, voilà, d'avoir des raisonnements macro, mais en même temps d'être les représentants territoriaux de chacun de nos départements et de nos territoires pour faire remonter à la fois les expérimentations, mais à la fois les problématiques. Et ce qui est intéressant en matriciel, c'est de croiser justement ces grandes stratégies nationales et également toutes les problématiques territoriales et avec leur diversité. Et c'est vrai que même dans un même groupe, puisque je reviendrai dessus, on a construit 3 cités des aînés pour l'instant, une à Saint-Étienne, une à Valence et une à Montpellier. Et bien entendu, les problématiques n'ont pas été les mêmes, mais même le contenu n'est pas forcément le même. Et on voit bien que la sociologie s'invite toujours très rapidement dans ces initiatives. J'étais très heureux également d'écouter vos propos et
quelquefois, je suis un tout petit peu provocateur avec les personnes de l'assurance maladie en règle générale en disant on fait le même métier. Alors c'est souvent, je dis c'est provocateur parce que c'est à l'occasion de contrôle, mais c'est vrai. Et notamment quand on dit on fait le même métier, c'est qu'on concourt aux mêmes objectifs. Et vous avez dit tout à l'heure l'ambition de la vie autonome. Et c'est vrai que cette ambition de la vie autonome, cette ambition de maintenir du bien-être pour les personnes, ce doit être des objectifs partagés. Et là, si on veut des grands axes de coopération, de fédération, c'est bien à travers ces objectifs partagés qu'on les aura. Et si on est d'accord sur cet objectif partagé d'une ambition de vie autonome et d'une ambition de vie de bien-être, eh ben, ça simplifie grandement nos activités professionnelles et nos orientations. Et puis j'ai entendu derrière également réponse personnalisée. Et là, c'est au cœur de nos réflexions par rapport à mes propos premiers sur l'animation qu'avait opéré Albert, c'est de se dire finalement, nous devons avoir une réponse personnalisée, mais en même temps une industrialisation des process. À l'échelle d'un État, il faut bien que ça soit industrialisé. Par contre, à l'échelle d'une personne, ça doit être personnalisé. Et c'est là qu'on voit vraiment un gap, une grande difficulté. Et la peur des acteurs que l'on est, c'est toujours que la lourdeur administrative, et je vous prie de m'excuser pour le mot administratif qui, dans ma bouche, n'est pas du tout péjoratif, mais que cette lourdeur administrative, ces carcans que l'on connaît bien, finalement, étouffe la capacité de personnalisation de réponse à ces offres-là. Voilà. Donc, on a une petite dichotomie à résoudre et j'espère qu'on la trouvera. Mais si on est bien sur cet objectif personnalisé, on devra l'avoir. Ça me permet également de dire que pour cette réponse, on sort également de son quant à soi. C'est-à-dire cette réponse, elle ne peut pas être, si je cite la mutualité, une réponse de la mutualité. Ce n'est pas possible. Il faut absolument qu'on travaille en consortium, qu'on travaille avec des entreprises, qu'on travaille avec des organismes d'État, qu'on travaille avec des communautés de communes, qu'on travaille avec des spécialistes de l'alimentation, qu'on travaille avec les offices d'HLM, les spécialistes du logement ou les SAD d'HLM. Voilà, c'est aussi une nouveauté qui s'est invitée à la table, qui aurait dû rajouter de la complexité, comme vous le disiez tout à l'heure, mais qui en fait, en parcours, on s'aperçoit que bien loin d'ajouter de la complexité, nous amène des solutions. On a entendu tout à l'heure sur le portage de médicaments, on travaille également avec la Poste sur le portage de médicaments, et pourtant c'est une très grande entreprise, on aurait pu penser qu'elle a beaucoup de lourdeur, eh bien non. Sur le portage de médicaments, elle a beaucoup d'efficience, beaucoup de réponses, elle est capable d'être sur l'intégralité du territoire. Vous avez une petite projection à l'écran pour conforter les propos sur justement la prise en charge des personnes âgées. On s'est dit, et tout le monde se le dit, que les EHPAD ne sont plus nécessairement une réponse appropriée. La crise Covid nous a montré que c'était vrai, et en même temps, on ne peut pas gommer d'un trait la notion des EHPAD, parce qu'on a besoin des EHPAD. On a des personnes qui sont véritablement en perte d'autonomie, avec des GIR 1, 2, 3, qui ont véritablement besoin de structures d'accueil. Et on s'est aperçu qu'au domicile, on était dans un épuisement très très rapide des coopérants et que l'obligation d'institutionnalisation était présente. Par contre, on était forcément sur des anciens modèles. Et la question qu'on s'est posée sur la Cité des Aînés, c'est si nous avions à reconstruire aujourd'hui une EHPAD et que nous n'ayons pas connaissance de ce type de structure, qu'est-ce qu'on ferait? Alors, c'est un exercice qui est un petit peu symbolique parce que de gommer ces connaissances, c'est quelque chose d'absolument impossible, mais en même temps, ça nous a permis d'avoir des réflexions très importantes et on a pu regarder les attentes des usagers avec un Living Lab et questionner en fait les personnes sur ce qu'elles attendaient de nous. Leur accompagnant également ce qu'ils attendaient de ce type d'institution. Et on a été particulièrement surpris par les réponses, parce qu'on a tendance à galvauder des lieux communs, à parler à la place d'eux. Et là, on s'est aperçu également qu'ils avaient des ambitions pour eux-mêmes, des souhaits pour eux-mêmes, et finalement, ils étaient parfaitement capables, les uns et les autres, de décrire le type d'institution dont ils avaient envie.
On a parlé d'une cité-village parce que c'était un lieu de vie convivial, et ce qui est revenu, c'était la notion de culture, d'échange, de sociabilité, très très loin des ateliers d'animation que parfois nous proposons dans nos établissements. Je vous ferai grâce des colliers de coquillages, des peintures, des collages. Oui, parfois c'est intéressant, mais ils y participent de bonne grâce, j'allais dire parfois presque pour faire plaisir à l'institution, plus que pour eux-mêmes, et que finalement, quand on était en capacité de dupliquer des opéras via des lignes sécurisées Internet et de la fibre optique, on s'apercevait qu'on avait une réponse de quartier qui était très intéressante. Voilà. Et puis l'intergénérationnel, finalement, se mettait en place tout seul, parce que des jeunes venaient voir, accompagnaient leurs aînés voir l'opéra, puisque sur la culture, on peut avoir des liens de la même façon, des pièces de théâtre, des expositions filmées en direct, et que finalement, d'amener des crèches à l'intérieur des EHPAD, ce n'était pas forcément la bonne solution, mais d'amener cette culture et de tout ce qui va avec l'était. Et on s'est aperçu également qu'en ouvrant les EHPAD et en les créant traversantes, et pendant la journée, les lycéens, les collégiens empruntaient le chemin de cet EHPAD, et au détour, finalement, on discutait avec les personnes âgées. Alors tout ça, c'est très encadré, certes, mais on a aperçu que ça se réalisait. Et puis, un vrai parcours de vie et de soins, c'est là aussi la réalisation de la personnalisation de ce qu'on peut faire au niveau des personnes âgées. Je reviens vraiment sur mon propos initial du Living Lab. C'est comment, dans une institution, on peut accueillir tout le monde, mais en même temps faire du focus chez les personnes. Et j'y reviendrai parce que ça nous a permis de glisser tout doucement vers le drap de l'EHPAD hors les murs, avec une personnalisation très importante des services. Et ce sont les conciergeries finalement qui nous ont poussé à le faire, parce que dans une conciergerie, on apporte des services à quelqu'un contre une rémunération, certes, mais on amène ces services-là. Et si vous amenez un service standard, vous êtes absolument rejeté. On est obligé de tenir compte finalement des demandes qui étaient formulées. Et je crois que la grande innovation, c'était d'en créer un lieu de recherche. Ce lieu de recherche a permis d'abord à tous les personnels de sortir complètement de leur quotidien, d'entrer dans la recherche et de s'apercevoir qu'il n'y avait pas forcément plus de travail à faire autrement et mieux, mais parfois même on y retrouvait du plaisir à travailler, et surtout on faisait autrement et on apportait d'autres services. Je citerai par exemple la box des fragilités, qui chez nous est quelque chose de très important, qui est une box prédictive qu'on a commencé à mettre en place et qui permet d'apporter des services, alors j'allais dire complètement innovants, mais surtout de prévoir des pertes d'autonomie et d'y apporter une réponse avant qu'elles arrivent. Voilà, à essayer de faire complètement quelque chose de totalement prédictif. Sur ces EHPAD-là également, et vous l'avez dit en innovation, ce qui est très important, c'est que, à titre de caricature, par rapport à l'article 51, on a presque fait 51 articles 51. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte, voilà, c'est qu'à partir du moment où on veut pousser de l'innovation, il faut s'autoriser véritablement à faire autrement. Et on n'a pas été même jusqu'au bout. Je vous cite juste un exemple qui est très symptomatique. Vous êtes dans une unité fermée de prise en charge de maladies neurodégénératives. On ne douche plus les personnes dans leur chambre, on les emmène dans une salle avec une baignoire ou dans laquelle 2-3 soignants peuvent entrer pour prodiguer ces soins. Mais par exemple, le Code des familles dit que bah oui, la chambre, c'est toujours un lieu d'habitation, et pour toucher son allocation logement, etc., on est obligé d'avoir un cabinet de toilette qui répond à des normes. Voilà. Et bien là, sur un service fermé, cette norme-là, il faut être capable de la coucher, de l'abattre pour pouvoir faire autrement, libérer de la surface pour de la surface commune qui leur permet de faire de la déambulation. Voilà des éléments très précis, et on voit bien que ça, ce sont des recherches vraiment locales sur lesquelles, à un moment donné, il faut qu'on ait cette capacité à les pousser sur le national et à les prendre en compte à l'intérieur d'une loi. On va passer à la diapo suivante. Je ne voudrais pas monopoliser toute la parole. On l'a appelé chez nous Daphné. C'est une initiative de la DOSAP pilotée
piloté par le national, par la FNMF, dont Albert est l'éminent représentant. On s'est posé la question, voilà, finalement, cet EHPAD hors les murs, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça devait devenir? Et je vous ai apporté quelques traces qu'on a fait. C'est une réponse au vieillissement de la population, aux attentes des usagers de bien vieillir à domicile. Ça reprend ce que vous disiez tout à l'heure sur l'autonomie à domicile. C'est-à-dire, on a eu une réponse qui est très amazonienne, dans le sens de l'entreprise Amazon. C'est, pour une fois, même si Amazon est du commercial, c'est l'expérience client, uniquement l'expérience client, que souhaitent les personnes, qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie à domicile. D'abord, veulent-ils rester à domicile, et dans quelles conditions et dans quel domicile. Voilà. Et donc ça, sont des réponses qu'on a pu apporter. Et dans un modèle d'économie économique acceptable, parce que bien entendu, vous l'avez rappelé, derrière, il y a un mode de financement et il faut qu'on trouve quelque chose qui soit réellement acceptable par tous. Et en mutualité, on aime bien rendre le soin, rendre la santé, rendre le bien-être acceptable et économiquement par tous. Une prise en charge globale, sécurisée et coordonnée. Là également, on a complètement revu l'accessibilité aux soins, le lieu de vie sécurisé. Et c'est pareil, quand on dit un lieu de vie sécurisé, qu'est-ce qu'on entend par ce lieu de vie sécurisé? On pose la question aux personnes, et c'est pas juste mettre une alarme, hein, c'est bien autre chose. Et là aussi, on a été très surpris par les définitions que les personnes apportaient à la définition d'un lieu de vie sécurisé. Un accompagnement social de bien-être. Et le bien-être est apparu presque comme la première des définitions. Et on est passé de cette crise Covid, on est passé du soin à la santé et de la santé au bien-être. On a eu un glissement d'une extrême rapidité sur les trois. Et aujourd'hui, on est bien dans la construction d'institutions qui sont là pour la sauvegarde du bien-être. Programme de promotion de la santé, là aussi, s'invite dans cette notion de bien-être très rapidement la promotion de la santé, l'éducation à la santé, voilà tout ce qui peut faire de la prévention. Et les solutions technologiques. Et là aussi, à notre grande surprise, les solutions technologiques qui venaient avant combler un vide, un désir de professionnel, on s'est aperçu qu'elles étaient parfois en rupture complète et qu'elles nous amenaient à des modifications managériales et à des modifications complètes des parcours de prise en charge. Je vous citais tout à l'heure la box va nous obliger à fonctionner autrement, puisqu'on ne sera pas au chevet du patient, au chevet du résident et auprès des familles à expliquer ce que l'on va mettre en place sur une perte d'autonomie. On va être auprès de ces mêmes résidents, de ces mêmes patients, de ces mêmes familles et ces médecins généralistes, à leur dire attention, dans 6 mois, 1 an, vous allez avoir une perte d'autonomie. Qu'est-ce que l'on peut faire pour cette perte d'autonomie? Voilà, mais ça appellera là aussi certainement un système de tarification complètement différent. Merci Pierre de ce temps de parole. Très bien Rémi, très bien. Aesio Santé, parfait. Alors, Nicolas, le deuxième grognard du canapé. Nicolas, j'ai vu quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, encore plus que les 51 projets de l'article 51 de Rémi. C'est une émission où vous expliquez en fait que vous connaissez à peu près 200 sociétés qui font des détecteurs de chute pour personnes âgées. Voilà, ça m'a fait rire parce qu'effectivement, tout le monde pense à ça, tout le monde trouve que c'est une bonne idée, c'est probablement une bonne idée, mais à partir de cet exemple, je trouve que ça peut être intéressant justement d'essayer de tirer les fils. À vous, Nicolas. Bah oui, tout à fait, j'allais y venir. Alors, je ne le connais pas, hein, mais on a recensé 232 solutions de détection de chute depuis 2010. Hein, c'est pas, voilà. Et il y en a très peu qui sont viables aujourd'hui. Justement, c'était un petit peu le propos que je voulais avoir, parce que là, je vois vraiment des institutions de premier plan. Et c'est vrai que le rôle aujourd'hui de Silver Valley, c'est vraiment de travailler sur le passage à l'échelle et de pouvoir aller, comme le disait tout à l'heure Madame Monchamp, le dernier kilomètre, les derniers mètres, de pouvoir amener l'innovation partout. Et aujourd'hui, même si bien sûr c'est le pouvoir public qui peut le faire, c'est quand même les startups qui à l'origine ont l'agilité pour créer ce type d'innovation.
Alors, très rapidement, Silver Valley, mais j'espère quand même que tout le monde connaît Silver Valley. C'est effectivement le premier regroupement européen d'acteurs privés et publics avec une spécialité très précise, c'est l'innovation pour la longévité. On ne fait que ça toute la journée, on ne parle que d'innovation, de longévité, de transition démographique, avec vraiment une approche tripartite. Bien sûr qu'on travaille sur le médico-social et le sanitaire, mais on travaille aussi sur les logiques de prévention, de compensation, et on travaille aussi bien en amont sur les logiques d'ajustement à l'avancée en âge. Et cette querelle sémantique est très importante parce que ajuster son avancée en âge, compenser son avancée en âge et pallier les problématiques de dépendance, c'est pas les mêmes innovations, c'est pas les mêmes marchés, c'est pas même les mêmes circuits de distribution, c'est pas les mêmes acteurs publics. Donc aujourd'hui, on essaye vraiment d'orienter nos porteurs de projets sur cette logique-là. Alors concrètement, Silver Valley, c'est d'abord 2 communautés. Une première communauté avec plus de 4000 entrepreneurs, donc des professionnels qui veulent innover pour le bien vieillir. Dans ces entrepreneurs, vous trouvez des grands groupes industriels, bien sûr, une très grosse majorité de startups, avec des startups qui sont balbutiantes, qui sont parfois juste des projets sur un bout de papier, et des startups aujourd'hui qui sont beaucoup plus avancées. Et la bonne nouvelle, c'est que la silver economy a mis du temps, c'est vrai, pour mûrir, mais aujourd'hui, on commence à trouver des startups qui lèvent des fonds, qui ont une vraie scalabilité, qui créent des emplois. Voilà, juste, Silver Valley a publié le top 40 des startups de la silver economy. Ce top 40 a levé à peu près 70 millions d'euros dans le secteur privé, a créé à peu près 1000 emplois. Donc, on commence petit à petit à finalement voir le bout du tunnel sur la création d'innovation et plutôt parler de scalabilité. Je vais y venir après, bien sûr. La deuxième communauté, c'est une communauté de 9000 personnes âgées qui ont entre 60 et 90 ans, qui sont sur l'ensemble du territoire. C'est des retraités essentiellement actifs, puisque je rappelle que Silver Valley est financé par les 2 plus gros acteurs de la prévention en France, à savoir la CNAV et AG2R La Mondiale, qui est notre principal partenaire privé. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on attend de nous de travailler sur le vieillissement actif avec des personnes qui sont engagées dans leur avancée en âge et qui testent de façon active des innovations, qui nous racontent leur vie aussi, qui nous permettent de comprendre en finesse cette nouvelle société qui vient, cette société de la longévité, avec des personnes qui connaissent tout du vieillissement, comme le dit notre marraine Michel Delaunay. Nous savons tout du vieillissement. Nous sommes des experts en vieillissement parce que cette majorité de personnes qui avancent en âge ont été ou sont aidants. Ça change absolument la donne et ces personnes challengent complètement notre vision du vieillissement et nous obligent à ne plus porter ce regard déficitaire sur leur avancée en âge. Donc évidemment, je vais y venir aussi puisque c'est vraiment notre cheval de bataille chez Silver Valley. C'est même devenu de la militance, on pourrait dire, puisque cette communauté de bénévoles est très active et attend de Silver Valley justement de relayer cette parole qui n'est pas une parole autour de la préservation des acquis sociaux, comme par exemple la retraite, qui n'est pas une parole autour justement de l'aide sociale et ce genre de choses, c'est une parole qui est plutôt liée à l'empowerment des seniors, l'empowerment des boomers. C'est quelle est mon utilité sociale dans la société. C'est ça aujourd'hui le signal faible qu'on peut remarquer chez cette population. Et c'est vraiment ça notre quotidien. C'est Silver Valley. On est à peu près 5 à 10 ans en avance sur ce qui est en train de se passer actuellement pour vous aider justement, vous, grands acteurs institutionnels et décideurs, à orienter les politiques publiques. Et on est d'ailleurs très fiers, évidemment, de contribuer à tous les rapports, globalement, même si on n'est pas toujours cité dans ces rapports. On est très fiers, évidemment, de contribuer à tous ces rapports qui ont pu être faits autour de la loi qui s'appelle dorénavant Génération Solidaire. Donc, les 3 métiers de Silver Valley, c'est assez simple. Ça ressemble aussi un petit peu à ce qui a été présenté par l'ENA pour Ronalpia, puisque finalement, nous sommes des clusters et des regroupements d'entreprises et d'acteurs. Donc, bien sûr, on anime cet écosystème, on provoque des rencontres, des opportunités, 35 événements par an chez Silver Valley, auxquels Madame Monchamp est conviée et elle participe, et je la remercie encore de nous soutenir comme elle le fait. Et bien sûr, notre travail principal, c'est d'accompagner ces 300 projets d'innovation via des programmes d'incubation, d'accélération, des programmes, donc des parcours spécifiques autour de l'entrepreneuriat. C'est un programme qui est financé par AG2R La Mondiale, qui s'appelle Être entrepreneur. Et le 3e métier chez Silver Valley, c'est renforcer nos connaissances communes, donc connaissances communes sur cette société de la longévité, les enjeux du futur proche.
on a créé une véritable vigie prospective via le dispositif Open Lab qui est soutenu par la CNAV. Et c'est très important de dire que la CNAV est vraiment un acteur majeur de l'innovation. Je souhaite le dire là. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on avait la journée Viva Lab, ce dispositif qui permet à des porteurs de projets d'être dans des dispositifs d'accompagnement extrêmement rigoureux et qui sont surtout fléchés. Ça, c'est un point par rapport à la question, Pierre, que tu m'avais posée sur qu'est-ce qui marche aujourd'hui. C'est quand l'argent public est fléché de façon extrêmement précise sur qu'est-ce qu'on en fait. Et donc là, la CNAV a décidé à un temps d'avance sur ce niveau-là en termes d'innovation. Donc ces dispositifs Open Lab, évidemment, ça nous permet de produire des notes thématiques, de faire des infographies dont une grande partie se trouve sur notre site internet sylvainvallet.fr et de contribuer activement aux politiques publiques. Donc nous sommes régulièrement auditionnés par des députés, par des partis politiques également, pour donner cette expertise et cette vision un petit peu prospective, plutôt sur la question du vieillissement actif évidemment, ou de la technologie de pointe, ce qu'on appelle la Up Innovation, autour de l'intelligence artificielle, des algorithmes liés au vieillissement. On travaille bien sûr main dans la main avec l'agence numérique en santé, puisque ce sont que des projets où on se tourne vers l'avenir. Et un nouveau métier chez Sylvain Vallet dont je voudrais parler ici aujourd'hui, c'est bien sûr les cycles de formation à l'innovation que nous avons créés en partenariat avec l'école centrale Supélec. Il y a une très forte histoire entre Sylvain Vallet et Centrale Supélec parce que la plupart des présidents et présidentes de Sylvain Vallet ont été des centraliens. L'ancien directeur général également était passé par les bancs de Centrale Supélec. Donc on a ce partenariat très fort qui nous permet de former les intervenants, notamment publics, à l'innovation. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des cycles dont le premier cycle sera bientôt sur notre site et il sera gratuit. Ce qu'on souhaite en fait faire, c'est upgrader les connaissances en innovation des personnes qui sont en charge. Désolé, il y a les militaires qui passent au-dessus de moi, donc vous devez entendre un bruit d'avion à réaction. Donc effectivement, l'idée c'est d'upgrader les connaissances des personnes qui vont être décideurs sur les territoires de l'innovation. Je pense évidemment aux personnes dans les départements, dans les conférences des financeurs, qui de chargés de mission se retrouvent à décider finalement comment les crédits à l'innovation vont aller. Je pense de personnes dans les CCAS qui sont des CCAS notamment qui gèrent des EHPAD, qui sont parfois sollicités 5 à 10 fois par semaine par justement des porteurs de projets locaux qui leur proposent le nouveau bracelet, ainsi de suite, et qui ne savent pas en fait comment détecter en fait si cette innovation est pertinente ou pas, s'ils doivent en faire quelque chose. Et donc vraiment notre travail aujourd'hui, on s'est rendu compte que avec tous ces acteurs publics de l'innovation, et Albert Lottmann en a parlé tout à l'heure, il y a une vraie propension de l'État français depuis la création de la Silver Economy notamment, mais bien sûr pas que, à cette innovation. Et aujourd'hui, il faut quand même amener ces gens-là à penser innovation. Et Centrale Supélec nous a vraiment donné accès à ces méthodologies les plus pointues sur le sujet. Et on a fait vraiment des modules que vous trouverez vraiment bientôt et on espère vous les transmettre. Alors, quand on a préparé ce webinaire, la question qu'on m'a posée, c'est qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne marche plus dans l'innovation? Et bien, ce qui ne marche plus, c'est le solutionnisme digital. Évidemment, croire que la technologie qui résout tout sans prendre en compte les usages, c'est une très grave erreur. Et c'est d'autant plus une grave erreur que on a souvent pensé à l'époque des gérontotechnologies, des gérontechnologies, je parle là du début du 21e siècle, qu'on pouvait déléguer le soin de la personne âgée au digital. Et on a même été jusqu'à construire des prisons digitales pour les personnes âgées. Alors, moi qui ai travaillé un petit peu sur l'histoire des politiques vieillesse, ce qui était amusant, c'est que finalement, avec le digital, donc on trouvait, avec ce solutionnisme digital, on retrouvait un petit peu les réflexes qu'il y a eu de l'enfermement du vieux, avec les asiles, avec les hospices, où les gens étaient finalement enfermés. Le digital le solutionnisme digital a provoqué ça. Alors, heureusement, la Silver Economy et les acteurs du numérique et les innovateurs tout court sont sortis un petit peu de cette approche, mais c'est vrai qu'on trouve encore aujourd'hui des projets qui sont des projets un peu holistiques. On peut même parler de projet total, de projet digital total, j'utilise exprès des termes forts, où on va avoir qui un capteur de chute, qui un capteur de température, qui un capteur pour ouvrir son frigo, qui un capteur pour
savoir si oui ou non on a bu de l'eau, avec des algorithmes prédictifs qui vont dire si la personne est malade ou pas, si elle est en déficit ou pas. Et aujourd'hui, c'est évidemment quelque chose qui est totalement inacceptable parce que, deuxième point, hein, qui ne marque pas aujourd'hui, c'est bien sûr l'absence de la prise en compte de l'éthique et de l'acceptabilité de la personne à ces technologies. Quand on reconstruit des prisons digitales via la domotique, évidemment, les personnes n'ont absolument plus leur mot à dire. Et je crois, et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement les discours de Marianne Monchamp sur ce sujet, la citoyenneté de la personne âgée, son éthique, sa souveraineté jusqu'au bout de la vie, bien sûr, est absolument fondamentale. Et c'est notre rôle à nous, acteurs du numérique, du digital et de l'innovation, justement, d'alerter les porteurs de projets sur le fait que la technologie ne peut pas tout. Donc ça, c'est quelque chose qui tend à se gommer, évidemment, et on joue notre rôle, bien sûr. Donc aujourd'hui, on va trouver, par exemple, des solutions qui vont pouvoir faire un mix plutôt harmonieux entre du digital et de l'humain. Je pense notamment à une start-up assez intéressante qui est sur la région sud, en fait, qui fait de la téléprévention, de la téléconsultation assistée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un infirmier, par exemple, libéral, qui va, avec un sac à dos de télémédecine, accompagner la personne dans la consultation. C'est-à-dire que, bien sûr que on renonce au tout digital, donc les marges, évidemment, sont un peu plus faibles puisqu'on doit payer une personne, mais en même temps, on accompagne la personne dans la téléconsultation pour, à distance, solliciter un médecin. Donc voilà, on va un petit peu couper la poire en deux par rapport au business qu'on pourrait faire sur le sujet. Alors, j'ai utilisé ces termes hein, parce que c'est nos termes quotidiens dans l'innovation, hein, bien sûr, le business, les marges, le ROI, tout ça, c'est le travail qu'on fait chez Silver Valley. En tout cas, voilà, ça, c'est des solutions alternatives où on va trouver à la fois de l'humain et du digital, où le digital est bien sûr au service de l'humain. Et aujourd'hui, c'est ce que demandent bien sûr les personnes âgées. Et c'est aussi une évidence aujourd'hui dans la maturité qu'on a pu dans notre secteur atteindre. Alors, autre sujet qui effectivement qui peut poser question aujourd'hui, c'est penser que l'État peut tout, que la puissance publique peut tout. C'est sûr que l'État peut amorcer. Alors quand je dis l'État, je parle de la puissance publique au sens large. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a calculé qu'il y avait à peu près 1 milliard d'euros qui étaient en amorçage pour les projets d'innovation sociale et les projets d'innovation tout court. Bien sûr, dans ce milliard d'euros, on va trouver ce qui est abondé par la CNSA. Bien sûr, la CNAV, on va trouver l'Agir Carco, on va trouver la Caisse des dépôts, on va trouver la BPI. Et là, on a vraiment une approche qui est très intéressante où l'État va amorcer, où l'État va produire des idées, des innovations, va essaimer finalement ces idées-là. Mais effectivement, au moment où la start-up va grossir, où elle va devenir une PME, en espérant qu'il y ait des emplois non délocalisables, qu'on soit sur du Made in France, ça aussi, c'est des choses auxquelles on est très vigilant chez Silver Valley. Parce que c'est évidemment très important aujourd'hui. Je pense qu'à un moment donné, effectivement, il faut lâcher prise pour qu'il y ait la scalabilité du projet d'innovation et la création de marchés massifs. Ce que je veux dire par là, c'est que certes, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'apporter l'innovation dans tous les foyers de personnes qui avancent en âge ou dans tous les établissements des personnes qui avancent en âge pour que chacun puisse améliorer son quotidien grâce à l'innovation, etc. L'État ne peut pas payer, alors la puissance publique, pardon, ne peut pas payer en fait pour chacun et chacune. Je pense qu'on est aujourd'hui à une charnière où les personnes qui avancent en âge commencent à comprendre qu'elles peuvent aussi contribuer à leur propre vieillissement. Et ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, ce sont les 9000 personnes avec qui on travaille au quotidien qui, en tant qu'aidants massifs, première génération qui s'absout du vieillissement, cette génération sait que la longévité, c'est quelque chose qui se construit. Et vous l'avez dit tout à l'heure, être acteur de la longévité, c'est aussi payer soi-même pour les solutions qui peuvent aider. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très nouveau en réalité, puisqu'on a souvent... on n'était pas encore sorti de ce que j'appelle le syllogisme français, à savoir que la vieillesse égale la maladie et la maladie est remboursée par la Sécu. Aujourd'hui, on est en train de sortir de ça, puisque bien sûr que vieillesse et vieillissement peut engendrer pathologie, donc remboursement par la Sécu, mais longévité ne veut pas dire maladie, vieillissement ne veut pas dire déficit. Et là, les gens savent très bien qu'ils ont aussi des aménagements à faire. Donc, je pense que
je pense qu'on peut aussi compter sur la volonté et le libre arbitre de cette génération qui souhaite être souveraine, et ce, jusqu'à la fin de la vie. Il faut savoir que 58% du patrimoine en France est détenu par les plus de 60 ans, et que vous avez 3000 communes en France dans lesquelles il existe un vrai marché de l'immobilier. Donc, le patrimoine immobilier, qui est très important chez les personnes âgées, est liquéfiable aussi pour la dépendance, etc. Et là, on arrive à cette population qui comprend que la mobilité résidentielle est possible parce qu'ils ont connu la mobilité professionnelle. Tout ça, ce sont des signaux faibles qui sont en train de changer complètement notre approche aujourd'hui du vieillissement. Et c'est vraiment notre rôle chez Sylvain Vallée de penser non pas à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, parce que ça, il y a plein de gens qui le font très bien. Nous, on pense à 3 ans, 5 ans, 7 ans, quand il y aura cette grande vague de baby-boomers qui vont commencer à arriver dans la moyenne d'âge de la potentielle dépendance, à savoir 83 ans. Et enfin, la dernière chose qui me paraît importante de rappeler sur des progrès qu'on pourrait faire, c'est que quand on travaille sur des projets d'innovation, c'est penser que les indicateurs ou les preuves de réussite ne sont que médico-économiques. C'est-à-dire que, évidemment, le comptable public va réfléchir à cette approche, voilà, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds en termes de protection sociale, de système de protection sociale, pardon. Je ne suis pas spécialiste des sujets, donc peut-être j'emploie pas les bons termes, je dis la même chose tout à l'heure que Léna, mais effectivement, l'idée, c'est peut-être aussi de prendre en compte le changement du quotidien des seniors, l'effet long terme sur la prévention des solutions et aussi la désirabilité des solutions. La désirabilité est très importante. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va enclencher l'acceptabilité d'une solution. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve notamment dans les problématiques d'adaptation du logement au vieillissement. Donc voilà, en tout cas, ça c'est un petit peu le constat qu'on fait aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? En tout cas, toujours dans l'innovation, hein, qui est vraiment notre spécialité. Évidemment, c'est changer le regard. Alors, on en parle, il y a des rapports dans tous les coins sur le changement de regard. C'est très compliqué à faire, mais clairement, il faut absolument sortir définitivement de ce regard déficitaire parce que les seniors de demain sont beaucoup plus intéressés par leur souveraineté à eux, leur utilité sociale, leur continuité de leur mode de vie consumériste. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a 80 ans, il a grandi avec la société de consommation, il a envie de continuer à vivre dans ce bien-être matériel, il a envie de rester bien sûr au domicile, il a choisi toute sa vie ce qu'il mangeait, il a choisi toute sa vie comment il s'habillait, il a eu des offres extrêmement complexes. Et bien par exemple, pour le parcours résidentiel, c'est la même chose. Il n'y a pas le tout EHPAD, le tout résidence autonomie, le retour résidence senior. Il faut une multiplicité d'offres aujourd'hui qu'on peut trouver notamment par la cohabitation générationnelle, l'accueil familial, évidemment l'EHPAD, résidence senior, résidence autonomie. En tout cas, ce sont des gens qui sont habitués à la pléthore de l'offre. Donc évidemment, l'approche de la prévention est fondamentale, mais bien avant la prévention, il y a ce concept d'ajustement à l'avancée en âge. Mais ça paraît absolument fondamental. Alors tout simplement, moi, je fais une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est que quand vous marchez, vous êtes sur du plat, vous avez une légère montée, puis après ça va redevenir plat. Et bien tout simplement, quand on vieillit, cette montée, vous pouvez la faire, vous allez ajuster votre effort, et il n'y a pas quelqu'un qui est sur cette montée en agitant les chiffons rouges de la prévention, en disant attention, vous allez mourir, il faut prendre de l'eau, il faut absolument faire attention, etc. Tout simplement, il y a des phases d'ajustement. Il y a des phases d'ajustement à l'avancée en âge qui ne sont pas des phases de prévention. La prévention, elle vient dans un deuxième temps. Hein, on parle de prévention primaire, prévention secondaire, mais moi je parle de ce qu'il y a en amont. Et ça, c'est un concept qu'il faut absolument qu'on creuse, hein, bien sûr, c'est Sylvain Vallée, notamment autour du bien de consommation spécifiquement adapté à l'avancée en âge. Et je vais y venir après. Il y a des choses qui sont très intéressantes qui sont faites sur le sujet, essentiellement par des grands groupes industriels aujourd'hui, parce que c'est de la grande consommation. Et enfin, dernier point important, c'est évidemment l'implication dès la conception de l'innovation de l'usager final dans la création de l'innovation. Je pense que Sylvain Vallée est devenu un modèle qui est aujourd'hui bien connu en France de ces démarches de design thinking, grâce à nos partenariats académiques, notamment, encore une fois, grâce à Centrale Supélec et aussi aux compétences qu'on a développées chez Sylvain Vallée avec la communauté des 9000 personnes. Évidemment, il n'y a aucun projet d'innovation chez Sylvain Vallée qui ne passe pas à un moment donné par les forces codines. Les forces codines, c'est dur, hein. Les forces codines, c'est pas juste un carrefour. Les forces codines, c'est de la critique, c'est de la confrontation. Les forces codines de l'usager final, que l'usager final soit propriétaire de son logement, vive dans l'habitat
dans le parc social, etc. Bien sûr que dès la conception, il faut prendre en compte l'usage décennal. Pourquoi? Parce que les besoins sont tellement spécifiques qu'on ne peut pas ne pas les prendre en compte. Alors, quelques histoires réussies, on va dire, dans la silver economy, parce qu'aujourd'hui, il y en a. Donc, je pense que cette silver economy médico-sociale et sanitaire qui touche à peu près 2 millions de personnes. Alors, ces 2 millions de personnes, ce sont des personnes, évidemment, qui sont en général âgées de plus de 80 ans. Ce sont aussi les personnes qui sont souvent bénéficiaires de l'aide personnalisée à l'autonomie, que ce soit au domicile et en établissement. Là, on va trouver bien sûr Familéo, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est ce service en ligne qui permet aux personnes de recevoir des nouvelles de leurs proches sous forme de gazette papier, qui est livrée dans la maison de retraite ou au domicile. Donc, Familéo aujourd'hui est une des premières startups de la silver economy qui a été incubée depuis le départ chez Silver Valley, qui a conquis le marché américain, le marché espagnol, le marché, d'autres marchés européens, avec des levées de fonds importantes, avec des chiffres d'affaires importants, avec 1 million d'utilisateurs. Donc, évidemment, on est très fiers de pouvoir valoriser Familéo. De l'autre côté, du côté vraiment établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, on va trouver par exemple Ozoaï, qui est le lauréat de notre concours d'innovation, Bourse Charlevoix 2021. C'est une véritable oreille augmentée pour les soignants, qui comprend les sons et les bruits, qui extrait les informations utiles de la chambre de l'EHPAD, pour que les soignants interviennent de façon précise et rapide. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant dans cette oreille augmentée, c'est qu'elle est finalement moins intrusive qu'une caméra, et en fait l'analyse des sons va permettre en fait de savoir si la personne tombe, la personne a problème respiratoire, la personne vomit, la personne appelle, la personne crie, la personne rêve, la personne, etc. Donc on a quelque chose qui n'est pas visible, qui est entendu et surtout qui est analysé par cette oreille augmentée. Donc là, on est vraiment dans une intelligence artificielle de pointe qu'on appelle de la Up Innovation. C'est une start-up française qui a levé déjà 4 millions d'euros avant même de commercialiser sa solution. Là aussi, ce sont des signaux faibles de la silver economy. Ce type de projet très avancé n'existait pas il y a encore 5 ans. Ensuite, bien sûr, il y a la silver economy liée au vieillissement actif et à la prévention, qui touche à peu près 7 millions de personnes, des gens qui ont en général autour de 75 ans. Là, vous allez trouver, par exemple, NeoSilver, qui est une plateforme numérique qui permet aux seniors autonomes de trouver et de réserver des activités collectives, culturelles, sportives, proches de chez eux à tout moment de la journée, à des tarifs préférentiels. L'intérêt, c'est qu'ils ont fait matcher les créneaux horaires disponibles dans les lieux culturels et sportifs concrets avec les besoins des seniors. C'est-à-dire qu'on peut remplir les salles et les salles de sport en fait à des moments, des heures creuses, avec des personnes âgées qui sont disponibles à ce moment-là, et du coup ça réduit le coût en fait de l'activité. Donc là, on est vraiment dans un système qu'on appelle chez Silver Valley de profitabilité intégrale, à savoir que d'un côté, on a des acteurs privés, donc les propriétaires de salles et d'activités, qui vont optimiser leurs salles et leurs bâtiments. De l'autre côté, on a des seniors qui vont pouvoir choisir le moment de la journée et en plus, qui vont avoir une baisse de tarifs, des tarifs préférentiels qui va leur permettre là de faire des activités, notamment de prévention, à des coûts bien moindres, c'est-à-dire que c'est accessible à quand même une grande partie des personnes. Et enfin, on a des histoires réussies dans cette silver economy de l'ajustement à l'avancée en âge. Et là, cet ajustement à l'avancée en âge, finalement, il touche 16 millions de personnes. Les 16 millions, ou 17, ça dépend un petit peu des sources, mais personnes de plus de 60 ans en France, tout simplement. Il y a 92% de ces personnes-là qui sont autonomes jusqu'à la fin de la vie et qui ont besoin à tout moment d'avoir des propositions, des solutions d'innovation. Alors, je pense bien sûr à ce mini lave-vaisselle écologique, économique, qui est pensé en design universel pour les seniors, au domicile ou en résidence autonomie, en résidence service, ça s'appelle Bob, le lave-vaisselle. On en a beaucoup parlé. Là, c'est une start-up qui est très scalable puisqu'elle touche le marché de la grande consommation. Elle est distribuée chez les grands acteurs de l'électroménager. Et là, vraiment, la principale cible, finalement, de ce lave-vaisselle, ce sont des seniors qui sont seuls ou à deux à la maison, qui n'ont pas envie de réinvestir dans un lave-vaisselle complexe. Il n'y a aucun branchement, ça se fait sur l'évier.
c'est ultra économique, ça dépense que 3 litres d'eau et ça coûte pas cher du tout. Là aussi, on est dans un système de profitabilité intégrale avec un produit d'ajustement vraiment au mode de vie de la personne. Donc là, on n'est typiquement pas dans la prévention, mais bien dans l'ajustement. Et je pense bien sûr à Granny et Charlie, qui est cette plateforme qui est soutenue par la Massif, une plateforme de mise en relation entre des seniors et des étudiants pour réaliser des micro-tâches au domicile. Ces micro-tâches, elles sont très bien répertoriées aujourd'hui et c'est vrai que les acteurs classiques du service à la personne ne les prennent pas forcément en compte. Par exemple, venir pour décrocher des rideaux, pour nettoyer les hauts d'une armoire, venir pour faire du tri, venir pour vider une cave. Les acteurs classiques du SAP aujourd'hui ne sont pas sur ce marché-là puisqu'on peut parfaitement comprendre que si la personne va passer 1 heure ou 2 à faire cette tâche, bon, bah, bien sûr, c'est pas très rentable ni scalable. En revanche, les étudiants qui vont faire du micro-travail, hein, c'est là on est dans le micro-travail, au domicile, peuvent avoir des compléments de revenus et autres, et peuvent, là, grâce à Granny et Charlie, il y a d'autres plateformes, mais celle-là, c'est la plus avancée pour le moment, peuvent effectivement avoir des compléments de revenus et répondre à des besoins spécifiques, à des moments spécifiques pour les personnes âgées, sans jamais rentrer sur le champ du service à la personne, ni évidemment, ils ne sont pas qualifiés hein, pour s'occuper des personnes âgées. Et enfin, pour terminer sur cette grande consommation de l'ajustement à l'avancée en âge, je pense bien sûr à des initiatives de grands groupes agroalimentaires, par exemple, sur l'adaptation adaptée au vieillissement naturel, qui n'est pas un vieillissement pathologique. On ne va pas parler évidemment de nutrition, mais on va parler voilà, de plaisir adapté, de diminution des graisses en gardant, enfin de diminution du cholestérol et de la consommation de graisse en gardant par exemple un apport calorique suffisant, avec un petit plus en vitamine D parce qu'on sait que c'est la carence la plus connue. Mais encore une fois, là, on est dans j'adapte en fait mon mode de vie, j'ajuste mon mode de vie à mon vieillissement. Je ne peux pas rentrer bien sûr dans les détails de ces projets parce que vous imaginez que le secret industriel m'interdit de le faire, mais en tout cas, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Et effectivement, on est très heureux chez Silver Valley qui, je le rappelle, est présidé par Laurence Lafont, qui est également vice-présidente de Google Europe. On est très content chez Silver Valley d'accueillir très régulièrement des nouveaux grands groupes industriels qui arrivent avec des projets de Silver Economy. Et je pense que la scalabilité des projets, je pense que de pouvoir toucher le plus d'usagers possible, et ça passera aussi par ces grands groupes, parce que quand EDF, quand Suez, quand Savencia, Fleury-Michon, Casino va se lancer réellement sur ce marché, évidemment, ils sont pas là pour toucher 100 personnes, mais plutôt 100 millions de personnes à travers le monde. Et ils ont leur rôle à jouer, bien sûr, sur cette société de la longévité, cette société ajustée, cette société pour tous les âges. Donc, il ne faut pas oublier, bien sûr, cette sphère privée qui a beaucoup d'initiatives et beaucoup de possibilités sur le sujet. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. En tout cas, merci de m'avoir laissé l'opportunité de vous raconter tout ça, parce que nos convictions sont fortes chez Silver Valley. Et je crois que le rôle de l'innovation est fondamental sur tous les sujets qu'on traite les uns et les autres. Merci Nicolas. On a compris que le mot-clé pour Nicolas, c'est scalabilité. Bon, c'est pas forcément simple à dire. Moi, ce que je vous propose, après ces interventions toutes extrêmement intéressantes et qui finalement sont diversifiées, et vous venez d'horizons, avec des parcours, des expériences qui sont différentes, et c'est ça qui est intéressant. Peut-être Marianne Monchamp peut nous parler pendant, allez, 3-4 minutes, Marianne, 3-4 minutes peut-être de réaction, et puis après je ferai la conclusion, mais extrêmement rapide, avec les remerciements d'usage. 3-4 minutes, Marianne. Bon, ben c'est à la fois long et très bref, parce que la richesse de ces interventions, elle est tout à fait considérable. Pierre, vous l'avez dit à l'instant. Moi, plusieurs choses me frappent. Déjà, cette idée que nous sommes en train de nous détacher d'une représentation qui ne colle pas avec cette société de la longévité, qui comporte des risques, qui comporte des inconnus, mais dont nous savons aujourd'hui qu'effectivement, elle peut faire l'objet d'adaptation, d'aménagement, de transformation
à la fois de nos modèles de protection sociale, ils sont nécessaires, mais également des orientations, d'une certaine manière, de nos réponses consuméristes, pour reprendre cette expression, au fond, notre capacité à produire différemment. Ça, c'est le premier point qui me frappe. Le deuxième point qui me frappe, c'est que ce qui permet d'imaginer la transformation de ce modèle et de rendre, si je puis dire, la longévité soutenable, c'est qu'il faut partir d'un certain nombre de principes, d'une axiologie qui me semble devoir être rappelée. Le premier élément, c'est que ça n'est pas sans les personnes, ça n'est pas sans les bénéficiaires que ce modèle peut se concevoir. Dans les réponses techniques, dans les réponses en innovation, dans les réponses en service, mais également dans les réponses en politique publique. Et d'une certaine manière, c'est ce qui fait que ces deux domaines peuvent se réunir, peuvent se rassembler. La place de la personne en tant que, je dirais, co-concepteur de la réponse qu'elle peut attendre en fonction de ses aspirations et de son ambition de citoyenneté jusqu'au bout, elle devient un élément absolument cardinal. Il en va de même de la, comment dirais-je, de la participation des territoires à cette transformation de notre modèle. Cela impose la compréhension de ce qu'est la différenciation. Et il faut que nous arrivions à dépasser nos frilosités, notre peur, au fond, de réponses qui ne seraient pas égales pour leur préférer les réponses en égalité des chances. Et on peut décliner cet élément de principe sur l'ensemble de la chaîne que, d'une certaine manière, nous avons abordé ensemble aujourd'hui, partant des institutions, partant des politiques publiques, jusqu'à la production spontanée d'offreurs de réponses aux personnes qui, effectivement, aujourd'hui entendent poursuivre leur parcours en restant elles-mêmes, sans décoter ni de leur citoyenneté, ni de ce qui fait qu'elles sont, au fond, à ce moment-là de leur parcours, ce qu'elles ont toujours été, c'est-à-dire une personne à part entière, avec ses choix de vie, avec ses responsabilités passées et avec sa capacité à continuer de les exprimer. C'est pour ça que c'était vraiment stimulant d'avoir ces deux volets dans nos échanges et que je pense que nous touchons là au cœur de ce qui doit nous guider dans l'accompagnement de cette grande mutation sur notre système de protection sociale. Voilà, en réaction à ce qui vient d'être dit, avec tous ces exemples qui ont été apportés, ce que l'ENA nous a donné, ce que Rémi Bouvier nous a permis de comprendre et de matérialiser dans des réponses extrêmement personnalisées aux personnes, et évidemment ce que Nicolas Menet nous a, comment dirais-je, donné à voir à travers ce foisonnement d'illustrations, mais aussi les contre-exemples qui pourraient se faire jour dès lors que l'on ne respecterait pas cette compréhension, ces éléments principiels que j'ai à grands traits rappelés et qui mériteraient évidemment d'être repris, analysés, peut-être développés, peut-être sera-ce l'objet d'autres échanges ensemble. Excellent, merci beaucoup Marianne. Donc effectivement, moi il me revient le plaisir d'abord de remercier les intervenants qui se sont exprimés. Effectivement, je crois qu'on a eu beaucoup de richesse dans vos interventions, où il y a eu à la fois du conceptuel et puis parfois du très opérationnel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir cette logique. Avec Gilles Nézosi, on remercie évidemment les partenaires de la chaire, donc la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, le groupe Apicil, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, et puis Aesio Mutuelle. On remercie les équipes de Sciences Po Lyon et de l'EN3S qui ont rendu possible techniquement, dans des meilleures conditions possibles,
Merci notamment à Gabriel Pagnier, la réalisation de ce webinaire. Alors, nous étions près de 150 inscrits. Alors, je ne sais pas si c'est la fin du mois de juin, si c'est l'élimination de l'équipe de France, si c'est l'abstention aux élections régionales et départementales, j'en sais rien. Nous avons été moins nombreux à suivre ces échanges, mais ils seront disponibles en replay. Donc je pense que pour tous ceux qui ont raté ou qui n'étaient pas là ou qui ont choisi de faire autre chose, ils auront évidemment profit et ils tireront le meilleur profit à suivre ces différents échanges. Et puis aussi, on arrive aussi au terme d'un mois de juin qui a été quand même un mois extrêmement compliqué, tendu, parce que c'est un retour au présentiel, et puis on voit bien qu'il y a quand même une activité, et c'est très heureux d'une certaine manière, il y a quand même une activité qui redémarre fortement. On va peut-être franchir un cap sur la crise sanitaire, ce qui nous amènera à prévoir peut-être prochainement un événement qui sera à la fois présentiel, et forcément numérique aussi, parce que je pense que maintenant nous irons de plus en plus sur des événements mixtes qui permettent effectivement de concilier les deux choses. En tout cas, moi j'étais ravi d'animer ce webinaire et je vous remercie encore avec Gilles Nézeuzi. Nous vous remercions très, très chaleureusement pour votre participation, votre implication, et puis pour toutes les présentations que vous avez pu faire, qui étaient extrêmement instructives. Merci. Merci Pierre. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Au revoir. C'est bon, c'est coupé ?